Ma sœur a vendu pour 5 000 € de meubles que j'avais construits pour ma fille. Tu es riche, tu peux en acheter d'autres. La famille est de la famille. Je suis rentré de vacances pour trouver la chambre de ma fille entièrement vidée. Ma sœur avait tout vendu. Des meubles sur mesure que j'avais conçus pour payer ses dettes. Ma mère a défendu ce vol. Elle ne réalisait pas une chose. Je suis secrètement propriétaire de la maison de ma sœur et son bail arrivait à son terme. Avant de continuer l'histoire d'aujourd'hui, nous avons une annonce urgente à faire. En raison de problèmes techniques, nous nous orientons vers une autre chaîne. Veuillez vous abonner à notre nouvelle chaîne, Inherited Revenge. Vous pouvez trouver le lien dans la description de la vidéo, le commentaire épinglé et l'étiquette de collaboration sur cette vidéo. Assurez-vous de changer maintenant pour ne rien manquer. Merci pour votre soutien. Maintenant, retour à l'histoire. Le silence de la maison aurait dû être accueillant. Après 10 jours de chaos dans un complexe de parc à thème à Orlando, 10 jours d'humidité, de churros hors de prix et de ce genre de joie agressive qu'une enfant de 12 ans est la seule à pouvoir maintenir aussi longtemps, j'étais prête pour le calme frais et soigné de ma propre maison. Ma fille Alice montait déjà les escaliers en trombe, sa valise abandonnée dans le hall d'entrée, impatiente de retrouver son sanctuaire. Elle avait passé tout le vol à parler de combien son lit, son coin lecture et la façon spécifique dont la lumière de l'après-midi frappait sa coiffeuse lui manquaient. « N'oublie pas de descendre ton linge », ai-je crié en verrouillant la porte d'entrée derrière moi. J'ai déposé mes clés dans la coupelle en céramique sur la console et je me suis adossé au panneau de bois, fermant les yeux juste une seconde. C'est à ce moment-là que le cri a déchiré le plafond. Ce n'était pas exactement un cri de douleur. C'était un son de choc pur et absolu, suivi immédiatement d'un sanglot qui ressemblait à quelque chose de lourd qui se brise. « Alice » ai-je crié, mon cœur battant instantanément la chamade contre mes côtes. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai monté les escaliers 2 par 2, ma fatigue de voyage disparaissant sous une poussée d'adrénaline. Les pensées se bousculaient dans ma tête. Était-elle tombée? Y avait-il un intrus? Un tuyau éclaté? J'ai dérapé dans le couloir et je me suis arrêté net sur le pas de la porte de sa chambre. Alice se tenait au centre de la pièce, les mains couvrant sa bouche, ses épaules tremblant violemment. Mais ce n'était pas ce qui était dans la pièce qui m'a arrêté. C'était ce qui n'y était pas. La pièce était vidée de ses entrailles. Le lit à baldaquin sur mesure que j'avais conçu et construit avec mon propre entrepreneur, une pièce en chêne blanc avec des incrustations florales complexes sculptées à la main, avait disparu. Le matelas avait disparu. La coiffeuse française ancienne que nous avions restaurée ensemble le temps d'un été avait disparu. Le fauteuil de lecture en velours, disparu. Même le tapis manquait. La pièce n'était plus que 4 murs gris et les marques dans la moquette où se trouvaient les meubles lourds. Cela ressemblait à une saisie immobilière. Cela ressemblait à une scène de crime. « Maman » a articulé Alice avec difficulté, se tournant pour me regarder, le visage mouillé de larmes. « Où est-ce? Où est ma chambre ?» Je me suis avancé, mon cerveau luttant pour traiter l'information visuelle. Ce n'était pas un cambriolage. Les cambrioleurs prenaient des bijoux, des appareils électroniques, des coffres-forts. Ils ne démontaient pas et ne déplaçaient pas un cadre de lit en chêne massif de 300 livres et une armoire assortie. Cela a pris du temps. Cela a demandé de la coordination. J'ai marché vers le placard, vide. Les vêtements étaient empilés dans des sacs poubelles noirs dans le coin, jetés là comme des ordures. « Tout va bien » ai-je dit, bien que ma voix tremblât. J'ai pris Alice dans mes bras, pressant sa tête contre mon épaule. Elle tremblait si fort que je pouvais le sentir dans mes propres dents. « Tout va bien, mon bébé. Je suis là. Est-ce que nous avons été cambriolés ?» a-t-elle sangloté dans ma chemise. J'ai regardé autour de la pièce vide, mes yeux cherchant des indices. C'est là que je l'ai vu. Sur le sol, près de l'endroit où se trouvait la table de nuit, se trouvait un reçu froissé d'une station-service datant de 3 jours. Et à côté, un prospectus. Je relâchai Alice doucement et ramassai le prospectus. C'était une confirmation imprimée pour une location de camion de déménagement. Le nom sur le contrat de location n'était pas celui d'un inconnu. C'était un nom que je connaissais mieux que le mien. Carla, ma sœur. J'ai senti un froid se répandre dans ma poitrine, plus lourd et plus sombre que toute colère que j'ai jamais connue. Ce n'était pas un crime au hasard.
C'était la famille. La trahison m'a frappé plus durement que la vue de la pièce vide. Ce n'était pas seulement des meubles. C'était la sécurité de ma fille, son intimité, son monde vendu comme de la ferraille. J'ai regardé ma fille, qui s'essuyait les yeux sur sa manche, me regardant avec une dévastation totale. « Non, Alice, ai-je dit, ma voix tombant à un murmure glacial et dangereux. Nous n'avons pas été cambriolés. Nous avons été trahis. » L'heure suivante a été un flou de triage. Je ne pouvais pas laisser Alice rester dans cette coquille vide de chambre. J'ai déplacé son matelas de la chambre d'amis à la sienne, une solution temporaire qui semblait pathétique face à l'ampleur de la perte, et j'ai trouvé une partie de sa literie dans le placard à linge. Elle s'est assise sur le sol, serrant ses genoux, fixant l'endroit où se trouvait sa coiffeuse. Cette coiffeuse avait été sa fierté et sa joie. Elle contenait ses croquis, son journal intime, sa petite collection de parfums. « Pourquoi tante Carla ferait-elle ça ?» a-t-elle demandé, sa voix petite et brisée. C'était la question qui a fait monter la bile dans ma gorge. Pourquoi? Je suis sorti dans le couloir et j'ai composé le numéro de Carla. Ma main tremblait, non pas de peur, mais d'une rage si puissante qu'elle semblait pouvoir casser le téléphone en deux. Elle a répondu à la 3e sonnerie, sa voix enjouée et faussement désinvolte. « Salut Sophia, vous êtes déjà de retour? Comment était la souris? Où est-ce » ai-je demandé. Je n'ai pas crié. Je n'avais pas l'énergie de crier. Où est quoi, a-t-elle feint l'ignorance, mais je pouvais entendre la tension dans son ton. La subtile inspiration. Ne joue pas à des jeux avec moi, Carla. La chambre d'Alice, le lit, l'armoire, la coiffeuse. Où sont les meubles de ma fille? Il y a eu une pause, puis un soupir, comme si j'étais celle qui déraisonnait. Écoute, Sophia, ne panique pas. J'ai dû faire un mouvement. J'étais dans le pétrin. D'accord. Une vraie situation difficile. Ce type, il allait venir chercher la voiture si je ne trouvais pas 4 000 € d'ici vendredi. Vous étiez en Floride en train de profiter de la vie. Et je me suis dit, tu sais, Alice a 12 ans. Elle veut de nouvelles choses de toute façon, n'est-ce pas? Ces trucs de bébé commençaient à vieillir. Des trucs de bébé, ai-je répété, ma voix s'élevant. C'était du chêne blanc sur mesure, Carla. C'était pour 5 000 € de meubles. Et tu les as vendus à qui? Juste à des gens sur la place de marché, a-t-elle dit avec dédain. J'ai fait une bonne affaire. Écoute, je te rembourserai. Tu sais que je le ferai une fois que mon remboursement d'impôt sera arrivé. Ou peut-être quand Brian obtiendra ce règlement. Tu es entré par effraction dans ma maison, les jeux coupés. Tu as utilisé la clé de secours que maman t'a donnée. Tu as loué un camion et tu as volé ta nièce. Voler est un mot dur, a-t-elle rétorqué. J'ai emprunté la valeur. La famille est de la famille. Sophia, tu as tellement de choses. Tu as cette grande maison, ton entreprise, les voyages. J'avais juste besoin d'un prêt-relais. Je ne pensais pas que cela te manquerait pendant quelques jours. Tu les as vendus à des inconnus, ai-je crié, perdant finalement mon sang-froid. Ils ont disparu, Carla. Tu ne peux pas rembourser une pièce sur mesure qui se trouve dans la maison de quelqu'un d'autre en ce moment. Arrête d'être dramatique, a-t-elle dit, sa voix devenant froide. C'est juste du bois. Mon Dieu, tu es tellement matérialiste. C'est pourquoi personne n'aime venir chez toi. Tu te soucies plus de tes précieux designs que de ta propre sœur qui risque de perdre sa voiture. Elle m'a raccroché au nez. Je suis resté là dans le couloir à fixer le téléphone, ma respiration venant en halètement court et saccadé. Je me sentais physiquement malade. La violation était absolue. Elle se sentait en droit de disposer de mes biens, du bonheur de ma fille, simplement parce qu'elle avait moins et que j'avais plus. J'ai à peine eu le temps de digérer l'appel avant que mon téléphone ne sonne à nouveau. C'était ma mère, Barbara. Carla l'avait clairement contactée en premier. Sophia. La voix de ma mère était sévère, le ton qu'elle utilisait quand j'étais adolescente et que je rentrais après le couvre-feu. Carla m'a appelé en pleurant. Elle a dit que tu avais menacé d'appeler la police. Elle a cambriolé ma maison, maman, ai-je dit, marchant dans ma propre chambre et faisant les 100 pas. Elle a vidé la chambre d'Alice. Elle n'a rien cambriolé, a dit maman d'un ton apaisant. Elle a une clé, et elle était désespérée.
Tu sais à quel point ça a été dur pour elle depuis le divorce. Elle avait besoin de l'argent pour les paiements de la voiture afin de pouvoir aller travailler. Préférerais-tu que ta sœur soit au chômage? Je préférerais qu'elle me demande, ai-je compté? Alice va bien, a rejeté maman. Elle est toujours chez toi de toute façon. Elle a plein de choses. Tu peux lui concevoir une nouvelle chambre en un week-end. Tu es tellement talentueuse, Sophia. Pourquoi transformes-tu cela en guerre? Carla et la famille. On n'appelle pas la police pour la famille. Elle a vendu des objets de famille, maman. Des choses, a corrigé maman. Ce ne sont que des choses. Tu as de l'argent. Elle n'en a pas. C'est la chose chrétienne à faire que de lui pardonner. Elle a promis de te rembourser. Elle ne me rembourse jamais, ai-je dit, m'enfonçant sur le bord de mon lit. Elle me doit 600 € de Noël, 2000 € de la réparation de la voiture l'année dernière. Et cela ne t'a jamais manqué, a dit maman, sa voix tombant à un murmure. Parce que tu es bénie. Ne laisse pas tes bénédictions te rendre dure, Sophia. Laisse tomber, pour moi. J'ai mis fin à l'appel sans dire au revoir. Je me suis assise là dans le silence de ma chambre, sentant les murs se refermer sur moi. Ma propre mère et ma sœur m'avaient manipulé psychologiquement pour me faire croire que j'étais la méchante pour avoir été volée. Elles me voyaient comme un distributeur automatique de billets sans fond, une ressource à récolter chaque fois que Carla faisait une erreur. Je suis retourné dans la chambre d'Alice. Elle était endormie sur le matelas à même le sol, serrant un ours en peluche qui n'avait survécu à la purge que parce qu'il était au lavage. En regardant sa silhouette endormie, quelque chose en moi a changé. La tristesse s'est évaporée, remplacée par une clarté froide et cristalline. Elle pensait connaître l'étendue de mes bénédictions. Elle pensait connaître mes finances. Elle voyait l'entreprise de design d'intérieur, la belle voiture, les vacances, mais elles avaient oublié une chose cruciale. Carla vivait dans une magnifique maison de ville de 3 chambres dans les quartiers nord de la ville. Elle y vivait depuis 3 ans, payant 1200 € par mois, soit près de 40% en dessous du prix du marché pour ce quartier. Elle se vantait de son propriétaire stupide qui n'augmentait jamais le loyer et réparait les choses immédiatement. Elle ne savait pas que le propriétaire stupide était une société à responsabilité limitée appelée Propriété Oakleaf. Et elle ne savait certainement pas que Propriété Oakleaf m'appartenait exclusivement. Pour comprendre pourquoi je ne leur ai pas simplement hurlé dessus jusqu'à ce que ma gorge saigne, il faut comprendre l'histoire. Je n'ai pas toujours été la sœur riche. Il y a 10 ans, j'étais une mère célibataire qui servait aux tables, étudiant le design le soir pendant que mon ex-mari esquivait la pension alimentaire. J'ai gratté, j'ai économisé. J'ai construit mon entreprise brique par brique, client par client, en commençant par de petites rénovations de salles de bain et en progressant vers la mise en valeur et l'investissement de biens immobiliers commerciaux. Carla, en revanche, avait toujours été l'esprit libre. C'était le terme de maman pour cela. En réalité, Carla était chaotique. Elle passait d'emploi en emploi, de relation en relation, laissant une traînée de dettes et de drames dans son sillage. Et chaque fois qu'elle tombait, j'étais là avec un oreiller. Quand elle a été expulsée il y a 3 ans, je venais de conclure l'achat d'un bloc de maison de ville comme investissement. Je ne pouvais pas simplement lui donner de l'argent. Elle l'aurait dépensé. J'ai donc mis en place un bail par l'intermédiaire de ma société de gestion immobilière. J'ai dit à mon gestionnaire, Monsieur Henderson, de la traiter comme une locataire normale, mais de plafonner le loyer à ce qu'elle pouvait se permettre. J'ai subventionné le reste de ma propre poche, perdant environ 800 € par mois de profit potentiel juste pour m'assurer que ma sœur ait un toit sur au-dessus de sa tête. Je ne lui ai jamais dit. Je savais que si elle savait que j'étais la propriétaire, elle arrêterait de payer complètement. Elle abuserait de la ligne d'assistance pour l'entretien. Elle traiterait la propriété comme elle traitait ma maison, avec un manque total de respect. Ainsi, pendant 3 ans, j'avais financé anonymement son style de vie, et c'était ainsi qu'elle me remboursait. Je suis descendu à mon bureau à domicile et j'ai allumé mon ordinateur. Je n'ai pas commencé à travailler sur un design pour un client. J'ai ouvert le dossier marqué comme actifs immobiliers. J'ai affiché le dossier du 1847 rue Oak. J'ai regardé le registre. Carla était techniquement en retard sur le loyer de ce mois-ci, comme d'habitude. Monsieur Henderson envoyait généralement un rappel gentil le 10. Aujourd'hui, nous étions le 14.
Je me suis calé dans mon fauteuil et j'ai pensé à Carla. L'antagoniste de ma vie n'était pas une méchante qui frisait sa moustache. C'était une femme qui portait des pantalons de yoga et publiait des citations inspirantes sur Facebook tout en volant sa nièce. Carla avait 36 ans, 2 ans de moins que moi, mais elle agissait comme si elle en avait 16. Elle travaillait à temps partiel comme réceptionniste dans un salon, un travail dont elle se plaignait constamment. Elle conduisait un véhicule utilitaire sport en location qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle avait un petit ami, Rick, qui était promoteur, ce qui, d'après ce que j'avais compris, signifiait qu'il était au chômage. La dernière fois que je les avais vus à Thanksgiving, Rick s'était promené dans ma maison en ramassant des vases et en vérifiant les marques au fond. « Tu es assise sur une mine d'or ici, Sophia ?» avait-il dit en faisant un clin d'œil. Je n'avais pas aimé ça à l'époque. Maintenant, cela me donnait la chair de poule. Avait-il planifié cela à ce moment-là? J'ai repensé à la conversation avec ma mère. Tu as tellement. Elle n'a rien. Ce discours était le poison. Ma mère Barbara avait créé un monstre en protégeant Carla de toutes les conséquences de ses actes. Si Carla avait une contravention pour excès de vitesse, maman la payait. Si Carla perdait un travail, maman blâmait le patron. Et maintenant que Carla avait commis un vol qualifié, maman blâmait la victime. Si je ne faisais rien, si je laissais couler, comme maman le suggérait, Carla n'apprendrait rien. En fait, elle apprendrait qu'elle pouvait me voler et s'en tirer. Elle le referait. La prochaine fois, ce seraient mes bijoux ou mon identité. J'ai regardé le contrat de location sur mon écran. Bail résidentiel standard de Californie. Clause 14, actes interdits. Clause 22, défaut. J'ai pris mon téléphone. Il était tard, passé 21.00 heures, mais je savais que M. Henderson répondrait. C'était un gestionnaire immobilier de la vieille école, le genre qui portait des costumes pour inspecter un robinet qui fuyait et prenait ses devoirs fiduciaires au sérieux. Monsieur Henderson, ai-je dit quand il a répondu. Mademoiselle Sophia, a-t-il répondu, sa voix rauque mais alerte. Tout va bien? Il est tard. J'ai besoin que vous gériez une situation à la propriété de la rue Oak, ai-je dit, ma voix ferme, dépourvue de l'émotion qui ravageait mes entrailles. L'unité 4, la locataire a problème. Il savait que Carla était difficile, bien qu'il ne sût pas qu'elle était ma sœur. J'avais maintenu ce pare-feu strictement en place. Oui, l'unité 4, la locataire est en retard de paiement. C'est exact. 5 jours de retard. J'allais afficher un avis lundi. Affichez-le demain matin, ai-je dit. Et monsieur Henderson, je veux que vous initiiez une résiliation de bail. Elle est au moins le mois maintenant, n'est-ce pas? Elle l'est. Nous pouvons lui donner 30 jours. Aucun motif n'est techniquement nécessaire, mais avec le loyer en retard. Donnez-lui le préavis de 30 jours pour quitter les lieux, ai-je ordonné. Et je veux une inspection complète de la propriété programmée dans 48 heures à partir de maintenant. Je veux savoir si elle a vendu les appareils électroménagers. Il y a eu un silence sur la ligne. Monsieur Henderson travaillait pour moi depuis 5 ans. Il savait que j'étais généralement indulgente. Vous voulez qu'elle parte pour de bon cette fois-ci? J'ai regardé le plafond, pensant à Alice dormant sur un matelas sur le sol dans une pièce vide. Oui, monsieur Henderson. Je veux qu'elle parte et je veux que vous augmentiez le prix de location à la valeur du marché immédiatement après. Compris. Je ferai signifier les papiers par le shérif si elle ne s'y plie pas. Elle ne s'y pliera pas, ai-je dit doucement. Mais ce n'est plus mon problème. J'ai raccroché le téléphone. Mes mains ne tremblaient plus. La sœur qui pardonnait tout avait disparu. La propriétaire était là. Le lendemain matin de la découverte, la maison semblait différente. Ce n'était pas seulement la pièce vide à l'étage. C'était le silence d'un sanctuaire qui avait été violé. Je me suis réveillé avec un mal de tête qui pulsait derrière mes yeux, une manifestation physique de la trahison que j'essayais encore de digérer. La première chose que j'ai faite a été d'appeler un serrurier. Je me tenais dans la cuisine en regardant le café couler, écoutant le lourd cliquetis mécanique du pêne dormant remplacé sur la porte d'entrée. Le serrurier, un homme costaud nommé Dave, qui avait déjà travaillé sur mes propriétés locatives, m'a regardé avec des yeux compatissants. Vous voulez que la baie vitrée arrière soit faite aussi, mademoiselle Sophia? A-t-il demandé, essuyant la graisse de ses mains sur un chiffon.
Oui, ai-je dit, d'une voix neutre. Et le code du clavier du garage. Changez tout. Je veux que cette maison soit une forteresse. Quelqu'un a perdu une clé. Quelque chose comme ça, ai-je murmuré. Pendant que Dave travaillait, je suis allé dans mon bureau et j'ai verrouillé la porte. Il était temps d'arrêter d'être la sœur et de commencer à être la stratège. J'avais besoin de savoir exactement à quoi j'avais affaire. J'ai de nouveau ouvert le dossier de locataire de Carla. J'avais toujours gardé une distance polie avec la gestion du 1847 rue Hawk pour maintenir l'illusion que j'étais juste une sœur serviable qui connaissait un type qui pouvait lui obtenir un bail bon marché. Je laissais M. Henderson gérer le quotidien, mais maintenant j'avais besoin de voir les données brutes. Je me suis connecté au portail de gestion immobilière et j'ai extrait les journaux d'entretien et l'historique des communications. Ce que j'ai trouvé m'a retourné l'estomac. Il y avait eu 5 plaintes pour bruit au cours des 6 derniers mois. Les voisins avaient signalé de la musique forte, des disputes hurlantes à 2:00 heures du matin et, plus accablant encore, des occupants non autorisés. Le bail stipulait explicitement une occupation simple plus une personne à charge mineure. Il était prévu pour Carla et son fils, Léo, qui restait avec elle le week-end. Mais les notes de l'assistante de M. Henderson étaient claires. La locataire semble avoir un résident masculin adulte permanent. Véhicule, Dodge Charger noir, garé sur l'emplacement 2 de façon constante la nuit. Le voisin du 4B signale en outre les aboiements d'un chien. Rick. Carla avait installé son petit ami au chômage. Elle avait amené un chien dans une unité où les animaux étaient interdits et elle n'avait pas payé le loyer depuis 5 jours. J'ai ressenti la brûlure froide de la prise de conscience. Elle n'était pas seulement en difficulté. Elle exploitait la gentillesse de mon ami. Elle vivait dans une bulle subventionnée, enfreignant toutes les règles et n'économisant rien. Ensuite, j'ai regardé ses réseaux sociaux. Je n'avais pas suivi Carla de près depuis des mois. Ses publications étaient généralement un mélange frustrant de messages vagues sur les fausses personnes et de photos d'elle buvant des margaritas. J'ai remonté de 3 jours jusqu'au jour où elle avait loué le camion de déménagement. Il n'y avait aucune publication sur le paiement des factures. Il n'y avait aucune publication sur le sauvetage de la voiture. Mais il y avait une publication sur le compte Instagram de Rick, qui était public. Une photo d'une télévision de 65 pouces 4K à diode électroluminescente organique toute neuve, encore dans sa boîte, à l'arrière d'un camion de déménagement. La légende, grosse amélioration pour la caverne d'hommes. J'ai enfin l'installation que je mérite. Béni. Travail acharné. Jeux vidéo. J'ai zoomé sur la photo. Dans le coin de la benne du camion, à peine visible derrière l'énorme carton de télévision, il y avait un éclat de bois blanc, une pièce de bois courbée avec une fleur sculptée à la main. Le cadre du lit de ma fille. Elle n'avait pas vendu les meubles pour sauver sa voiture. Elle avait vendu le sanctuaire de ma fille pour acheter une télévision à son petit ami. Je me suis reculé, l'air quittant mes poumons dans un sifflement aigu. Ce n'était pas du désespoir. C'était de la malveillance. C'était un choix de privilégier le divertissement de son petit ami au confort de ma fille. Mon téléphone a vibré. C'était M. Henderson. L'avis a été affiché sur la porte, « Mademoiselle Sophia », a-t-il dit. Préavis de 30 jours pour quitter les lieux pour violation de bail et non-paiement. J'ai également programmé l'inspection pour demain à 10:00 heure. Vous a-t-elle vu, ai-je demandé. Elle est venue à la porte, a-t-il dit, la voix hésitante. Elle a utilisé un langage coloré. Elle a dit qu'elle allait appeler le propriétaire. Elle a dit qu'elle connaissait du monde. Laissez-la appeler, ai-je dit, fixant la photo de la télévision sur mon écran. Je serai là pour l'inspection demain, monsieur Henderson. Êtes-vous sûr? Généralement, les propriétaires ne. Je serai là, les jeux interrompus, mon ton ne laissant aucune place à la discussion. J'ai besoin de voir l'état de mon investissement. Le lendemain matin, le ciel était d'un violet meurtri, lourd d'une pluie qui n'était pas encore tombée. Je ne me suis pas habillé en tant que sœur, mais en tant que femme d'affaires. Je portais un blazer structuré, un jean sombre et des bottes. J'avais tiré mes cheveux en un chignon serré. J'avais besoin de cette armure. J'ai retrouvé M. Henderson à l'extérieur du complexe de maisons de ville à 9:55 heures. Il avait l'air nerveux, serrant son porte-bloc comme un bouclier. Elle n'a pas arrêté d'appeler le bureau depuis hier,
m'a-t-il prévenu alors que nous marchions vers l'unité 4. Elle prétend que l'expulsion est illégale. Elle dit qu'elle a un accord verbal avec l'ami du propriétaire. Elle n'a d'accord avec personne, ai-je dit, regardant ma montre. Allons-y. L'unité 4 avait l'air fatiguée. Les parterres de fleurs que j'avais payés pour faire aménager il y a 3 ans étaient envahis par les mauvaises herbes. Il y avait un vélo rouillé enchaîné à la rampe avant, ce qui violait les règles de l'association des copropriétaires. Les stores de la fenêtre du salon étaient tordus et cassés, ressemblant à des dents déchiquetées. Monsieur Henderson a frappé fermement. Inspection de la gestion immobilière. Il y a eu un cri étouffé de l'intérieur, le son d'un chien aboyant agressivement, puis la porte s'est ouverte brusquement. Carla se tenait là. Elle portait un grand t-shirt taché et un pantalon de pyjama. Ses cheveux étaient en bataille et elle avait l'air de ne pas avoir dormi. Quand elle a vu Monsieur Henderson, son visage s'est tordu en une grimace de mépris. « Vous ne pouvez pas venir ici comme ça », a-t-elle crié, ignorant le préavis de 24 heures que nous avions légalement fourni. « Je vous ai dit que j'appelais ma sœur. Elle connaît le propriétaire. Vous allez avoir tellement d'ennuis quand. » Puis ses yeux ont glissé au-delà de l'épaule de Monsieur Henderson et se sont verrouillés sur moi. Son mépris s'est figé. Sa bouche est restée ouverte pendant une seconde, son cerveau essayant de recalibrer le contexte. Pourquoi Sophia était-elle ici? Pour la sauver? Pour crier sur le méchant gestionnaire immobilier? Sophia, a-t-elle soufflé, une lueur de soulagement inondant son visage. Oh, Dieu merci, tu es là. Dis à cet idiot de quitter mon Porsche. Il a affiché un avis d'expulsion. Peux-tu y croire? Appelle ton ami le propriétaire. Dis-lui de reculer. Je n'ai pas souri. Je ne me suis pas avancé pour la serrer dans mes bras. Je suis resté parfaitement immobile sur l'allée en béton. Je n'ai besoin d'appeler personne, Carla, ai-je dit. Ma voix était calme, mais elle a porté à travers la petite cour. Quoi? Appelle-le, c'est tout. Dis-lui que je paierai le loyer la semaine prochaine. Il n'y a pas de île, Carla, ai-je dit, montant sur le porche. Monsieur Henderson s'est écarté, me permettant de prendre les devants. Il n'y a pas d'amis propriétaires mystérieux. Il n'y en a jamais eu. Carla a cligné des yeux, confuse. De quoi parles-tu? Je suis propriétaire de cette unité, ai-je dit. Les mots sont restés suspendus dans l'air humide entre nous. J'ai acheté ce bâtiment il y a 4 ans. Propriété Oakleaf est mon entreprise. Je suis ta propriétaire depuis 3 ans. Le silence qui a suivi a été absolu. J'ai regardé la prise de conscience ramper sur ses traits. D'abord la confusion, puis le choc, et enfin une rougeur profonde d'humiliation et de rage. Toi, a-t-elle murmuré. Toi. Tu as encaissé mon loyer. Tu as profité de moi. Profité? J'ai laissé échapper un rire court et sec. Carla, le prix du marché pour cette unité est de 2200 €. Tu paies 1200 €. J'ai perdu 1000 € par mois pendant 3 ans pour t'offrir un endroit où vivre. J'ai subventionné ta vie. Menteuse, a-t-elle hurlé, reculant comme si je l'avais giflée. Tu m'as menti. Tu as prétendu que c'était un type. Parce que je savais que si tu savais que c'était moi, tu ne paierais pas, ai-je dit, ma voix se durcissant. Et j'avais raison. Tu as encore 5 jours de retard. Mais ce n'est pas pour ça que je suis ici. Je l'ai repoussé pour passer, entrant dans le salon. L'odeur m'a frappé instantanément. Fumée rance, chien mouillé et quelque chose en décomposition. La moquette, un beige neutre que j'avais choisi pour sa durabilité, était tachée de plaques sombres et graisseuses. Et là, montée sur le mur avec des fils apparents qui pendaient comme des entrailles, se trouvait la télévision de 65 pouces. « Tu ne peux pas entrer ici », a crié Carla en courant derrière moi. J'ai donné un préavis de 24 heures, ai-je dit en scrutant la pièce. Et en tant que propriétaire, j'ai le droit d'inspecter la propriété pour déceler des dommages. Rick était sur le canapé, torse nu, manette en main. Il a bondi quand il m'a vu, regardant de Carla à moi. « Eh, c'est quoi ce bordel? » Sors, lui ai-je dit. Je ne l'ai même pas regardé dans les yeux. Pardon? Rick a bombé le torse. Vous êtes un locataire non autorisé, ai-je déclaré, récitant la clause du bail de mémoire. Vous n'êtes pas sur le bail.
Vous avez 24 heures pour quitter les lieux où je demanderai au shérif de vous expulser pour intrusion. Ceci est votre avertissement. Je me suis retourné vers Carla, qui tremblait de rage. Les yeux de Carla sont passés à la télévision, puis sont revenus à moi. J'avais besoin de l'argent. J'ai des factures. Tu as un petit ami qui ne travaille pas et un problème de jeu dont tu penses que je ne suis pas au courant, ai-je contré, bluffant légèrement. Mais l'expression de son visage m'a dit que j'avais touché une corde sensible. J'ai vu le reçu, Carla. J'ai vu la publication. Tu as dépouillé la chambre d'Alice pour acheter des jouets à Rick. Ce ne sont que des meubles. A-t-elle crié en levant les bras au ciel. Pourquoi es-tu si obsédé par les choses? Tu as tout. Tu possèdes tout ce bâtiment. Tu es riche. Tu es assise sur des piles d'argent et tu expulses ta propre sœur pour un stupide lit. Je t'expulse parce que tu es une voleuse, ai-je dit en m'approchant d'elle. Et parce que tu as détruit la seule limite que je t'ai demandé de respecter, le bonheur de ma fille. Tu as volé une enfant, Carla, et maintenant tu vas faire face aux conséquences comme une adulte. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle sifflé, des larmes de colère coulant sur son visage. Maman ne te laissera pas faire. Maman n'est pas sur le titre de propriété, ai-je dit froidement. Je le suis. Tu as 30 jours. Si tu n'es pas parti le 14 du mois prochain, le shérif te mettra à la porte. Les retombées ont été immédiates et nucléaires. Le temps que je retourne à ma voiture, mon téléphone affichait 18 appels en absence de ma mère. Je n'ai pas répondu. J'ai conduit directement à mon bureau, mes mains serrant le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. J'avais besoin de tout documenter. Je me suis assise à mon bureau et j'ai téléchargé les photos que j'avais prises pendant l'inspection. Les moquettes tachées, les trous dans les cloisons sèches à cause de la télévision murale, les preuves de la présence du chien, les cadres de porte griffés, les taches d'urine dans le coin. Mon estimation pour les réparations frôlait déjà les 5000 €. C'était plus que son dépôt de garantie. Quand j'ai finalement répondu à l'appel de ma mère 1 heure plus tard, elle n'a pas dit bonjour. Tu représentes le diable, a-t-elle craché. Bonjour maman, ai-je dit, mettant le téléphone sur haut-parleur et continuant à taper le rapport d'inspection. Carla vient de m'appeler. Elle est hystérique. Elle a dit que tu es la propriétaire de la maison. Est-ce vrai? Nous as-tu menti pendant 3 ans? Je n'ai pas menti, ai-je dit. J'ai omis la vérité pour protéger mon investissement et pour l'aider. Et regarde ce qui s'est passé. Tu l'expulses, a crié maman. Elle n'a nulle part où aller, Sophia. Elle a un enfant. Et pour Léo? Vas-tu jeter ton neveu à la rue? Léo vit avec son père pendant la semaine, lui ai-je rappelé. Et Carla peut emménager avec toi. Tu as une chambre d'amis. Il y a eu un silence soudain sur la ligne. Ma mère aimait Carla, mais elle aimait davantage sa vie calme et ordonnée. Elle ne voulait pas que Carla et Rick aient leur chaos vivre dans son appartement de 2 chambres. Là n'est pas la question, a balbutié maman. La question est que tu es assez riche pour absorber cela. Pourquoi es-tu si cruel pour des meubles? Nous pouvons remplacer des meubles. Il ne s'agit plus des meubles, maman, ai-je dit, ma voix s'élevant. Je viens de faire une inspection. Elle a saccagé l'unité. Il y a des milliers d'euros de dégâts. Elle a fait emménager Rick en violation du bail. Elle a un chien en violation du bail. Et elle a vendu les affaires d'Alice pour acheter une télévision. Elle avait besoin de cet argent pour se nourrir, a pleuré maman. Elle m'a dit qu'elle mourait de faim. J'ai la photo, maman, ai-je dit, cliquant sur la souris pour envoyer le fichier. Vérifie tes emails. Je viens de te l'envoyer. L'Instagram de Rick. Nouvelle télévision pour la caverne d'hommes. Publié le jour même où elle a loué le camion de déménagement. J'ai entendu le ping de sa notification en arrière-plan. Le silence s'est étiré pendant 10 secondes. Eh bien, a finalement dit maman, sa voix plus faible, mais toujours défiante. Peut-être que Rick l'a acheté. Tu n'en sais rien. Avec quel argent, ai-je demandé. Il ne travaille pas, Carla l'a payé avec l'argent qu'elle a obtenu en recelant le lit de ma fille. Tu es mesquine, a insisté maman, changeant à nouveau de tactique. Tu l'as puni parce que tu es jalouse. Jalouse? J'ai poussé un rire dur et incrédule. De quoi? De son chômage, de son petit ami voleur, de son expulsion?
Jalouse qu'elle sache profiter de la vie, a dit maman cruellement. Tu es si froide, Sophia. Toujours en train de travailler, toujours à compter tes sous. Carla est chaleureuse. Elle fait des erreurs, mais elle a un cœur. Toi, tu as une calculatrice à la place du cœur. Cela a brisé quelque chose en moi. Pendant des années, j'avais payé leurs factures, réparé leurs dégâts et amorti leurs chutes, tout en m'entendant dire que j'étais la personne froide parce que j'avais l'audace d'avoir du succès. Si je suis si froide, ai-je dit, la voix tremblante d'émotion contenue, alors ça ne te dérangera pas que j'arrête de payer son forfait de téléphone portable et son assurance automobile, ce que je fais depuis 5 ans. Tu n'oserais pas, a haleté maman. Regarde-moi faire, ai-je dit. Et maman, si tu continues à me harceler au sujet de cette expulsion, je vais bloquer ton numéro. Carla a 30 jours. Si elle endommage davantage la propriété, je la poursuivrai pour la différence, et je gagnerai. Je ne te pardonnerai jamais pour cela, a menacé maman. Si tu la mets à la porte, ne t'attends pas à nous voir à Noël. Si elle n'est pas partie, ai-je contré, il n'y aura pas de Noël. J'ai raccroché. La guerre s'était intensifiée. Elles campaient sur leur position, s'appuyant sur le chantage affectif pour m'obliger à céder, mais elles avaient sous-estimé la quantité de preuves que j'étais en train de rassembler. J'ai passé les 2 semaines suivantes à monter le dossier. J'ai engagé un détective privé pour enquêter sur Rick juste pour être sûr. Le rapport est revenu 3 jours plus tard. Rick n'était pas seulement au chômage. Il avait un casier judiciaire. Petit vol, fraudé, fait crucial, il était actuellement poursuivi par un ancien propriétaire pour avoir arraché des fils de cuivre dans un logement locatif. C'était l'homme qui vivait dans ma propriété. J'ai imprimé le rapport. J'ai imprimé les photos des dégâts. J'ai imprimé les messages textes où Carla admettait avoir vendu les meubles. Carla pensait que c'était une querelle de famille. Elle pensait que si elle pleurait assez, je céderais. Elle ne réalisait pas que je me préparais à un démantèlement légal de tout son récit. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée 1 semaine avant la date limite. J'ai reçu une notification de l'application de surveillance de quartier de la zone où se trouvait la maison de ville. Alerte, activité policière au 1847 rue Hawk. Tapage nocturne. 2:00 heure du matin. J'y suis allé le lendemain matin. La fenêtre de devant, celle avec les stores cassés, était maintenant brisée. Du contreplaqué y était cloué. Je n'ai pas appelé Carla. J'ai appelé Monsieur Henderson. Déposer la plainte pour occupation illégale à la seconde où les 30 jours sont écoulés, ai-je ordonné. Et obtenez une ordonnance d'éloignement contre Rick pour la propriété. Je veux qu'il soit banni des lieux immédiatement. Mademoiselle Sophia, a dit Monsieur Henderson, d'une voix grave. Les voisins adressent une pétition à l'association des copropriétaires pour qu'elle prenne des mesures contre le propriétaire, contre vous. Ils disent que la propriété est une nuisance. Laissez-les faire, ai-je dit en regardant le contreplaqué sur la fenêtre de la maison que j'avais travaillé si dur pour acheter. Cela aide mon dossier. Cela prouve qu'elle détruit le quartier. J'ai regardé la fenêtre brisée et j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais pas seulement en train d'expulser une locataire. J'exorcisais un fantôme, le fantôme de la sœur que j'aurais aimé avoir. Je suis remonté dans ma voiture. J'avais un dernier arrêt à faire. J'allais trouver les personnes qui avaient acheté les meubles d'Alice. J'avais le reçu du camion de déménagement et j'avais une intuition. Carla était paresseuse. Elle n'aurait pas conduit loin. J'ai ouvert Facebook Marketplace et j'ai réglé le rayon de recherche à 5 miles de chez moi. J'ai tapé Eli en chaîne sur mesure, et il était là, vendu. Mais le profil du vendeur n'était pas celui de Carla. C'était celui de Rick. J'ai cliqué sur le profil de l'acheteuse, une femme nommée Madame Higgins. Elle avait l'air gentille, du genre grand-mère. Je lui ai envoyé un message. Chère Madame Higgins, je crois que vous avez récemment acheté un cadre de lit à un homme nommé Rick. Je suis la conceptrice et la propriétaire d'origine de ce lit. Il a été volé chez moi. Je ne demande pas à le récupérer gratuitement, mais j'ai besoin de vous parler. J'ai attendu. Si je pouvais récupérer le lit, je pourrais guérir le cœur d'Alice. Mais pour ce qui était de Carla, son temps était écoulé. 2 jours avant la date limite d'expulsion, mon téléphone a sonné. C'était ma mère.
Son ton était étonnamment calme, presque joyeux, ce qui a déclenché toutes les sonnettes d'alarme dans ma tête. Sophia, a-t-elle dit, viens dîner ce soir. Juste un repas de famille. Carla veut s'excuser. Elle veut arranger les choses avant. Eh bien, avant mardi. J'ai hésité. Je savais que c'était un piège, une embuscade conçue pour me culpabiliser et me faire annuler l'avis d'expulsion. Mais je savais aussi que je devais en finir. Je devais les regarder dans les yeux et prononcer le verdict final. Pas par l'intermédiaire d'un gestionnaire immobilier ou d'un message texte, mais face à face. Je serai là à 18:00 heure, ai-je dit. Mais maman, si Rick est là, je pars. Il n'y sera pas, a-t-elle promis trop rapidement. J'ai passé l'après-midi à me préparer. Je n'apportais pas un plat en cocotte. J'apportais un dossier. Plus tôt dans la matinée, j'avais rencontré Madame Higgins. C'était une adorable institutrice à la retraite qui vivait dans un bungalow à 3 villes de là. Quand je suis arrivé avec le camion de déménagement, loué cette fois-ci par mes soins, et que je lui ai montré le rapport de police que j'avais déposé concernant le vol, elle a été horrifiée. Il m'a dit que sa fille partait à l'université et qu'elle ne voulait plus de ces vieux trucs, a dit Madame Higgins, la main sur la bouche. Il semblait si insistant. Il l'a volé, ai-je dit doucement. À ma fille de 12 ans. Je n'ai pas seulement repris les meubles. J'ai payé à Madame Higgins les 400 € qu'elle avait payés à Rick, plus 100 autres pour le dérangement. Il ne s'agissait plus d'argent. Il s'agissait de nettoyer la tache sur le souvenir. Pendant que mes déménageurs chargeaient le cadre du lit dans le camion, j'ai ressenti le premier véritable souffle de soulagement que j'avais eu depuis des semaines. Les pièces physiques du sanctuaire de ma fille rentraient à la maison. Mais la dette émotionnelle n'était toujours pas payée. Je suis arrivé chez ma mère à 18:00 heure précise. L'allée était vide, ce qui m'a donné un moment d'espoir que peut-être, juste peut-être, elles étaient sérieuses au sujet des excuses. Je suis entré. L'odeur du pot-au-feu, mon repas d'enfance préféré, remplissait l'air. C'était un déclencheur nostalgique calculé. Maman est venue à ma rencontre dans le couloir, s'essuyant les mains sur un tablier. Sophia, tu as l'air fatiguée. Ma chérie, entre. Entre. Je suis entré dans le salon. Carla était assise sur le canapé, l'air petite et tragique. Elle portait une robe modeste que je n'avais pas vue depuis des années, ses cheveux étaient brossés, sans maquillage. C'était le costume de la petite sœur innocente. Mais assis à côté d'elle, s'étalant sur la causeuse à fleurs de ma mère, se trouvait Rick. Je me suis arrêté net. J'ai dit que s'il était là, je partais. Maintenant Sophia, s'est précipitée d'intervenir maman, bloquant la porte. Rick fait partie de tout ça. Il vit là-bas aussi. Il voulait s'excuser également. Rick a eu un sourire en coin. C'était une expression subtile et grasse qui n'atteignait pas ses yeux. Et, Sophia. Ça fait longtemps. Je ne me suis pas assise. Je suis resté près de la cheminée, serrant mon sac. Vous avez 5 minutes. Qu'est-ce que c'est, s'est levée Carla en se tordant les mains. Sophia, s'il te plaît. Je suis désolé pour les meubles. D'accord, j'ai fait une erreur. J'étais désespéré. Mais tu ne peux pas nous mettre à la porte. Nous n'avons nulle part où aller. Léo à l'école. Je ne peux pas retourner en ville. C'est dangereux. Tu aurais dû y penser avant de violer le bail, ai-je dit. Ce n'est qu'un bail, est intervenu Rick en se penchant en avant. Le sang est plus épais que l'encre, non? Tu as plein de logements. Tu peux faire passer celui-là en perte et profit. Déduction fiscale, bébé. L'arrogance dans sa voix a été comme un coup physique. Ce n'est pas une déduction fiscale, Rick, ai-je dit, la voix glaciale. C'est une perte, une hémorragie financière. Nous pouvons te rembourser, a supplié Carla. Donne-nous juste 6 mois. Je vais prendre un deuxième travail. Rick lance une nouvelle entreprise. Une nouvelle entreprise, ai-je demandé. J'ai plongé la main dans mon sac et j'ai sorti le dossier. Comme arracher des fils de cuivre dans ton dernier appartement. La pièce est devenue silencieuse. Le sourire en coin de Rick a disparu. Il s'est redressé, les yeux plissés. Où as-tu eu ça, a-t-il sifflé. Registre public, ai-je dit, jetant le rapport du détective privé sur la table basse.
Vous avez un mandat d'arrêt pour des restitutions impayées dans 3 comtés, Rick. Et vous êtes actuellement en train de violer la propriété dans mon logement. Maman, a hurlé Carla en regardant Barbara. Elle nous traque. J'enquête sur les personnes qui détruisent mon investissement, ai-je contré. Je me suis tourné vers ma mère. Tu veux savoir pourquoi je suis si froide? Tu veux savoir pourquoi je les expulse? J'ai sorti les photos de la maison de ville. La fenêtre brisée, les moquettes tachées, le trou dans le mur derrière la télévision. Regardez-les, ai-je ordonné, étalant les tirages brillants 8x10 à côté du pot-au-feu sur la table à manger. Regardez ce que ta fille chaleureuse a fait à ma propriété. Maman a baissé les yeux. Elle a ramassé une photo de la cuisine où la graisse recouvrait les placards et où les ordures s'empilaient dans un coin. Sa main a tremblé. Ceci peut être nettoyé, a murmuré faiblement maman. Et ça? J'ai sorti la dernière pièce à conviction. L'impression de la conversation Facebook Marketplace entre Rick et Madame Higgins. Tu n'as pas vendu les meubles pour sauver ta voiture, Carla, ai-je dit, ma voix tremblant sous le poids absolu de la vérité. Tu les as vendus pour acheter une télévision, un écran à diode électroluminescente organique de 65 pouces pour lui. Le visage de Carla est devenu blanc. Elle a regardé Rick, puis à nouveau moi. Non, Rick a dit qu'il avait payé la télévision avec ses gains. Il n'a pas de gains, Carla. Ai-je crié, perdant finalement mon sang-froid. C'est une sangsue. Il a volé le lit de ma fille, l'a vendu à une grand-mère pour des clopinettes et a acheté un jouet. Et tu l'as laissé faire. Je ne savais pas, a sangloté Carla en se cachant le visage dans les mains. Il m'a dit qu'il s'en était occupé. Tu as conduit le camion. Lui ai-je hurlé en retour. Ne me mens pas. J'ai vu le contrat de location. Rick s'est alors levé, le visage rouge écarlate. Tu te crois si intelligente, hein? Une sale riche qui pense pouvoir bousculer les gens. Tu ne peux pas nous expulser. Nous avons des droits de locataires. Des droits de squatteurs. Il faut des mois pour faire venir un shérif là-bas. Je n'irai nulle part. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'avais attendu ce moment. En fait, ai-je dit en sortant mon téléphone. J'avais prévu que tu pourrais dire ça. C'est pourquoi j'ai déposé une plainte à la police pour vol qualifié ce matin concernant les meubles. Rick s'est figé. Madame Higgins est très coopérative, ai-je poursuivi, ma voix tombant à un murmure dangereux. Elle vous a identifié, Rick. Elle a les messages. La valeur des biens volés dépasse les 950 €. C'est un crime en Californie. Rick a regardé la porte. Il a regardé Carla. Puis il m'a regardé. Tu n'oserais pas, a-t-il marmonné. La police est déjà en route pour la maison de ville pour exécuter le mandat. J'ai menti. Ou plutôt, j'ai exagéré. J'avais déposé la plainte, mais le mandat était en attente. Mais Rick ne le savait pas. Si tu retournes là-bas, tu vas en prison. Si tu restes ici. J'ai regardé ma mère. Maman, héberges-tu un fugitif? Ma mère a regardé tour à tour les photos de la maison détruite et l'homme qui avait ruiné la vie de sa fille. Pour la première fois depuis des années, le brouillard du déni s'est dissipé. Sors, a murmuré maman. Quoi, a aboyé Rick. Sors de ma maison, a dit maman, la voix tremblante mais ferme. Elle a regardé Carla. Et toi? Tu m'as menti. Tu as dit que c'était pour la voiture. Maman, s'il te plaît, a gémi Carla. Sors, a crié maman en jetant la photo de la cuisine saccagée sur Rick. Rick n'a pas attendu. Il a attrapé sa veste et a filé vers la porte. Le son de sa voiture démarrant en trombe dans l'allée quelques secondes plus tard a été la seule conclusion dont j'ai eu besoin à son sujet. Carla est restée assise sur le canapé à sangloter seule. Le masque de la sœur innocente avait disparu. Elle n'était plus qu'une femme qui avait fait des choix terribles et qui n'avait plus personne à blâmer. L'expulsion est maintenue, lui ai-je dit en ramassant mon sac. Tu as 48 heures. Si l'unité n'est pas vidée les clés sur le comptoir mardi à 12:00 heure, le shérif t'expulsera physiquement. Et Carla, je te poursuis pour les dégâts. Où vais-je aller, a-t-elle murmuré. Je ne sais pas, ai-je dit. Mais pour la première fois de ta vie, tu vas devoir te débrouiller toute seule.
Le mardi est arrivé avec une bruine grise et incessante. J'étais assise dans ma voiture de l'autre côté de la rue, face au 1847 rue Hawk, regardant l'horloge de mon tableau de bord avancer vers 12:00 heures. Monsieur Henderson se tenait sur le porche, vérifiant sa montre. À côté de lui se tenaient 2 adjoints du shérif. J'avais demandé leur présence en renfort, payant un supplément pour avoir l'esprit tranquille. À 11:58, la porte s'est ouverte. Carla est sortie. Elle portait 2 paniers à linge remplis de vêtements et une boîte d'ustensiles de cuisine. Elle avait l'air épuisée. Ses yeux étaient gonflés. Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon désordonné. Elle n'avait pas Rick pour l'aider. Elle n'avait pas maman. Elle a marché jusqu'à sa voiture, le véhicule utilitaire sport qu'elle avait du mal à payer, et a poussé les paniers sur la banquette arrière. C'était bourré jusqu'au toit. Elle s'est arrêtée au bas des marches et a regardé de l'autre côté de la rue. Elle a vu ma voiture. Elle savait que je la regardais. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait venir. Qu'elle allait crier, qu'elle allait supplier, qu'elle allait jeter une pierre. Mais elle est juste restée là à fixer. Il n'y avait plus aucun défi dans sa posture, juste l'affaissement de la défaite. Elle est montée dans sa voiture et est partie. J'ai attendu que ses feux arrière disparaissent au coin de la rue avant de sortir. La voie est libre? Ai-je demandé à Monsieur Henderson en remontant l'allée. Elle a laissé les clés, a-t-il dit en me tendant le trousseau. Mais bon, vous feriez mieux de vous préparer. Nous sommes entrés. L'odeur était pire qu'avant. L'air était épais de l'odeur de la négligence. La télévision de la caverne d'homme avait disparu, bien sûr, emportant un morceau de cloison sèche avec elle. Les moquettes étaient ruinées au-delà de toute récupération. Les comptoirs de la cuisine avaient des marques de brûlure. Mais alors que je marchais à travers les décombres de ce qui était autrefois un bel investissement, je n'étais pas en colère. Je me sentais purifié. Faites venir l'entrepreneur ici demain, ai-je dit à Monsieur Henderson. Arrachez tout. Nouveau sol, nouvelle peinture, nouveaux appareils électroménagers. Je veux qu'il soit mis en location au prix du marché d'ici le 1er du mois. C'est noté, Mademoiselle Sophia. Et Monsieur Henderson, ai-je ajouté en regardant l'endroit où se trouvait la télévision. Vérification de crédit strict. Pas de famille. Il a souri, un sourire authentique qui plissait les yeux. Compris. J'ai conduit jusqu'à chez moi. La maison était silencieuse quand je suis entré, mais c'était un silence d'une autre nature. C'était paisible. Je suis monté dans la chambre d'Alice. Elle n'était plus vide. Le lit en chêne blanc était de retour à sa place, poli et étincelant. J'avais passé toute la journée précédente à le réassembler, serrant chaque boulon avec une férocité qui ressemblait à une prière. La coiffeuse était de retour. Le tapis était de retour. J'avais acheté une nouvelle literie, des draps blancs impeccables et une couette avec un motif de fleurs sauvages pour marquer un nouveau départ. Alice était assise sur le lit en train de lire un livre. Quand elle m'a vu, elle a levé les yeux et a souri. C'était un sourire hésitant, mais il était vrai. Ça sent le citron, a-t-elle dit. J'ai poli le bois, ai-je dit en m'appuyant contre l'encadrement de la porte. Pour faire sortir les mauvais souvenirs. Est-elle partie, a demandé Alice. Elle n'a pas prononcé son nom. Oui, ai-je dit. Elle est partie. Elle ne reviendra pas ici. Alice a hoché la tête. Elle a posé son livre et a marché vers moi, enroulant ses bras autour de ma taille. Merci d'avoir récupéré ma chambre, maman. Je sais que ça a été dur. Je déplacerai des montagnes pour toi, mon bébé, ai-je murmuré en embrassant le sommet de sa tête. Ou du moins, je déplacerai beaucoup de meubles lourds. Les mois qui ont suivi ont été une lente reconstruction de nos vies. Maman et moi avions peu de contact. Elle m'appelait de temps en temps, la voix soumise. Elle m'a dit que Carla vivait chez une amie du lycée et faisait des doubles services au salon. Rick avait disparu, arrêté 2 semaines plus tard pour un mandat indépendant. Maman a essayé une fois d'aborder le procès que j'avais intenté contre Carla pour les 6 000 € de dommages et intérêts. Elle ne peut pas payer ça, Sophia, avait dit maman. Alors son salaire pourra être saisi, ai-je répondu calmement. Il ne s'agit pas d'argent, maman. Il s'agit de la leçon. Les actes ont des conséquences. Maman n'avait pas discuté.
Je pense qu'au fond d'elle-même, elle avait enfin compris que son aide nous avait tous blessés depuis le début. Un soir, j'étais assise sur mon patio en train de boire un verre de vin et de regarder l'annonce pour le 1847 rue Hawk. Il avait été loué en 3 jours au prix fort du marché à un jeune couple de professionnels ayant un excellent crédit. Mon téléphone a vibré. Un texte de Carla. Je suis désolé pour tout. Je sais que tu me détestes, mais je suis désolé. J'ai regardé le message pendant un long moment. Je ne la détestais pas. La haine demande de l'énergie, et j'avais dépensé toute mon énergie à protéger ma fille. Je ressentais de l'indifférence. Je ressentais la distance d'un pont qui avait été brûlé et qui ne pouvait pas être reconstruit. Je n'ai pas répondu. J'ai posé le téléphone, pris une gorgée de vin et regardé le soleil se coucher sur les arbres. Ma fille était en sécurité. Ma maison était sécurisée. Et pour la première fois de ma vie, je ne portais le fardeau de personne d'autre.